Quelques jours seulement avant Noël, le 21 décembre 2017, Paul Anderson, président du chapitre du Pasco County des Outlaws Motorcycle Club, a été pris en embuscade et tué en Floride par deux hommes masqués en plein jour. Anderson a été déclaré mort sur les lieux. Mais le gang rival n'avait aucune idée que tuer le président des Outlaws leur coûterait tout. Les tireurs étaient membres du 69ers Motorcycle Club, un rival plus petit mais dangereux dans le monde des motards hors la loi de Floride. Pour comprendre comment cette rivalité est devenue mortelle, nous devons examiner d'où venaient les 69R et comment leur ascension a préparé le terrain pour l'une des guerres de motards les plus sanglantes de Floride. L'ascension des 69R. Le 69R Motorcycle Club a été fondé à Brooklyn, New York, au début des années 1960. Il a commencé comme un petit groupe de motards de la côte Est, mais est finalement devenu un club de motards hors la loi, 1%. Le dit club s'est forgé une réputation d'être plus petit que ses rivaux, mais farouchement loyal et agressif. Ils étaient souvent mentionnés aux côtés de clubs plus grands et plus établis comme les Outlaws, Mongols et Pagans. Les 69 heures portent un écusson représentant un loup, un symbole de force, d'unité et de loyauté. Sur leur site web, le club cite une citation de Rudyard Kipling, « Car la force de la meute est le loup, et la force du loup est la meute ». Comme la plupart des clubs de motards hors la loi, leur écusson comprend le nom du club sur le rocher supérieur, MC pour Motorcycle Club, et l'emplacement du chapitre sur le rocher inférieur. Au début des années 2000, les 69R s'étaient étendus de New York vers la Géorgie, le New Jersey, la Pennsylvanie et enfin la Floride. Personne ne savait que déménager en Floride changerait tout. L'État avait longtemps été considéré comme territoire des Outlaws et l'arrivée des 69ers était perçue comme un défi direct. Ce qui a commencé comme de petites confrontations s'est rapidement transformé en embuscades planifiées et attaques ciblées. Menant la charge en Floride était Christopher Dirty Cosimano, le président intense et ambitieux du Hillsborough Chapter. Son vice-président, Sean Leonard, était son allié le plus proche et gérait une grande partie de la planification du chapitre. Faisant respecter l'ordre était Eric Robinson, le sergent d'armes, responsable de la discipline et de l'exécution du travail le plus violent du club. Ensemble, ils ont transformé le chapitre de Floride d'un petit groupe local en une menace sérieuse pour le contrôle des Outlaws, déclenchant l'une des guerres de motards les plus sanglantes que l'État ait jamais connues. Le Hillsborough Chapter était basé dans le Hillsborough County, en Floride, principalement autour de la région de Tampa. Il est rapidement devenu l'un des groupes les plus actifs et imprévisibles du 69ers Motorcycle Club. Alors que la plupart des chapitres plus anciens du club opéraient dans les États du Nord, le groupe Hillsborough marquait l'expansion des 69ers dans le sud profond. Dirigé par Christopher Dirty Cosimano, le chapitre a acquis une réputation d'être imprudent, conflictuel et farouchement protecteur de son territoire. Leurs ambitions s'étendaient au-delà du Hillsborough County. Ils voulaient s'étendre dans les régions voisines comme Pasco et Pinellas Counties, des régions qui avaient longtemps été sous le contrôle des Outlaws Motorcycle Club. Ce n'était pas seulement un différend territorial. Dans le monde des motards hors la loi, s'installer dans la zone d'un autre club sans permission est considéré comme un défi direct. Les Outlaws avaient dominé la Floride pendant des décennies et la vue des écussons des 69ers sur les routes locales était considérée comme une défiance ouverte, alors que le Hillsborough Chapter grandissait en taille et en influence. Les tensions entre les deux clubs ont continué à s'intensifier. Des bagarres ont éclaté dans les bars, les rassemblements de motos et les événements publics. Chaque côté voulait prouver sa domination. Et l'ascension agressive des 69ers depuis Tampa poussait l'État vers une guerre totale. Cette tension croissante allait bientôt éclater en violence qui a défini l'une des rivalités de motards les plus dangereuses de Floride. Pour comprendre à quoi les 69ers étaient confrontés, il faut regarder le club qui régnait sur la Floride bien avant leur arrivée. Les rivaux, le Outlaws Motorcycle Club,
a été fondé en 1935 dans l'Illinois et avait longtemps considéré la Floride comme son territoire. Dans les années 1960, ils avaient construit un réseau solide à travers l'État, contrôlant les grandes villes et les autoroutes. Pendant des décennies, aucun autre club de motards n'osait ouvertement défier leur autorité. Pour les Outlaws, la Floride était plus qu'un simple territoire. C'était une partie de leur identité, un symbole de leur pouvoir et de leur domination dans le monde des motards. Tout club rival essayant de s'installer était considéré comme une menace qui devait être écrasée. Alors, quand les 69 Heures ont commencé à établir des chapitres en Floride, à recruter de nouveaux membres et à rouler ouvertement dans des zones autrefois loyales aux Outlaws, cela a été considéré comme une provocation sérieuse. Chaque nouveau clubhouse et chaque sortie publique des 69 Heures était perçue comme un défi. Les tensions ont commencé à monter rapidement, ce qui a commencé par des regards et des menaces verbales lors de rassemblements de motards et dans les bars, s'est rapidement transformé en confrontation violente. Des membres des deux clubs ont commencé à se présenter aux événements armés et prêts au conflit. Les routes autour de Tampa, Pasco et Pinellas Counties sont devenues un terrain dangereux. Au milieu des années 2010, les deux clubs savaient qu'une guerre de territoire était inévitable. La seule question qui restait était de savoir quand elle commencerait et qui ferait le premier mouvement. Le 18 avril 2017, les tensions ont finalement atteint leur apogée lors d'une Bike Night, bondée au Local Brewing Company à Palm Harbor. 2 membres des 69 Heures ont assisté à l'événement de manière décontractée, ignorant que leur présence avait déjà attiré une attention dangereuse. Peu de temps après, plusieurs outlaws au bar les ont remarqués et ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur leur territoire. La confrontation a commencé par des mots, mais est rapidement devenue physique. En quelques instants, les outlaws ont encerclé les 2 hommes et les ont attaqués. Les 2 69 Heures ont été battus au sol par un groupe d'environ une douzaine d'outlaws. La violence ne s'est pas arrêtée là, une fois les hommes à terre. Les outlaws ont arraché leurs gilets, un acte considéré dans la culture motarde comme l'une des insultes les plus profondes, un dépouillement public d'identité et de respect. Pour les 69 Heures, cette nuit était plus qu'un passage à tabac, c'était une déclaration de guerre. Le message des Outlaws était clair, ils contrôlaient toujours la Floride. Mais pour le Killsborough Chapter, dirigé par Christopher Dirty Cosimano, l'humiliation à Palm Harbor ne pouvait rester sans réponse. Cosimano a juré vengeance. Il a promis de tuer 2 outlaws et de prendre leurs gilets pour restaurer l'honneur que son club avait perdu. Ce qui a suivi transformerait une rivalité qui couvait en l'une des guerres de motards les plus violentes que la Floride ait jamais connues. Les conséquences du combat. Après le passage à tabac brutal de Palm Harbor, le Killsborough Chapter des 69 Heures a commencé à planifier sa vengeance. Christopher Dirty Cosimano, humilié par ce qui était arrivé à ses frères de club, a fait une promesse de riposter. Il a juré qu'il tuerait 2 outlaws et prendrait leurs gilets pour restaurer le respect que les 69 Heures avaient perdu cette nuit-là. Au sein du club, son vœu est devenu une mission. À travers la Floride, Cosimano et son équipe ont commencé à se préparer pour ce qui allait suivre. Ils ne planifiaient pas une autre bagarre de bar ou une démonstration publique de force. Cette fois, ils organisaient une frappe calculée, une qui enverrait un message à chaque motard de l'État. Ils voulaient que la Floride et le monde entier des clubs de motards hors la loi se souviennent du nom Killsborough. La première attaque contre les Outlaws. Des mois après le passage à tabac de Palm Harbor, les 69 Heures ont jeté leur dévolu sur James Jimbo Costa, président du chapitre Saint Petersburg des Outlaws Motorcycle Club. Costa était bien connu dans le monde des motards de Floride. Il était respecté, connecté, et on croyait qu'il avait approuvé l'attaque précédente contre les 69 Heures. L'éliminer prouverait que le Killsborough Chapter était prêt à riposter. Un après-midi, alors que Costa roulait sur sa moto à travers le Sunshine Skyway Bridge, les 69 Heures ont fait leur mouvement.
Ils avaient planifié l'embuscade soigneusement, attendant le moment parfait pour le prendre seul et loin de toute aide. Alors que Costa roulait le long du pont, les attaquants se sont approchés à côté de lui et ont ouvert le feu. James Costa is a retired Hillsborough County firefighter and known chapter president of the Outlaws motorcycle gang. He was riding on his bike down 41 here when he was shot. Costa a réagi instantanément. Il a fait une embardée à travers la circulation, a accéléré et s'est échappé. La tentative a échoué, mais le message était clair. Le conflit entre les deux clubs avait franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière. À partir de ce jour, les deux camps savaient que la querelle n'était plus une question de territoire ou de fierté. C'était la guerre, et la prochaine rencontre ne se terminerait pas par un avertissement. Quelques semaines plus tard, la violence a atteint un nouveau niveau. Tard une nuit à Saint-Pétersbourg, le clubhouse des Outlaws, leur base d'opération de longue date et un symbole de leur pouvoir sur la côte du Golfe, a pris feu. Le feu s'est propagé rapidement, et au moment où les pompiers sont arrivés, le bâtiment était presque détruit. Pour les étrangers, cela aurait pu sembler être un accident. Mais dans le monde des motards, personne n'avait de doute. C'était une vengeance. Les enquêteurs ont par la suite jugé l'incendie suspect et soupçonnaient discrètement que les 69ers étaient responsables. Personne n'a été arrêté et personne ne s'est manifesté. Les Outlaws ont répondu immédiatement. Ils ont renforcé leur chapitre, appelé des membres des États voisins et ont commencé à surveiller chaque mouvement des 69ers. La tension s'est propagée à travers chaque chapitre et chaque autoroute du centre de la Floride. Mais personne ne savait que la prochaine attaque serait personnelle et que sa cible était déjà surveillée. Le meurtre de Paul Anderson. Le 21 décembre 2017, la circulation ralentissait le long de la bretelle de sortie du Suncoast Parkway, vers Highway 54 à Odessa, en Floride. Parmi les véhicules attendant au feu se trouvait Paul Quincy Anderson, président du chapitre Cross Bayou des Outlaws Motorcycle Club. Il n'avait aucune idée qu'il était chassé. Deux hommes sur des motos se sont arrêtés à côté du camion d'Anderson. Les deux motos étaient noires, leurs plaques d'immatriculation retournées et les visages des conducteurs couverts. Les hommes étaient Christopher Dirty Cosimano, président du Hillsborough Chapter des 69i, et Michael Pumpkin Mencher, un autre membre senior. Un troisième 69i, Allen Beebe Guinto, attendait à proximité dans une voiture agissant comme guetteur. Cosimano et Mencher avaient suivi Anderson depuis qu'il avait quitté une salle de sport voisine, suivant ses mouvements à travers la circulation de midi. Quand Anderson s'est arrêté, Cosimano est descendu de sa moto, s'est approché du camion et a frappé 2 fois à la fenêtre avant d'ouvrir le feu. Plusieurs balles ont déchiré le verre, tuant Anderson instantanément. Il s'est affaissé sur le volant alors que les tireurs s'enfuyaient à toute vitesse dans la circulation du Suncoast Parkway. C'était une exécution calculée, effectuée en plein jour sur une route très fréquentée. Pour les 69ers, c'était censé envoyer un message. Vengeance pour le passage à tabac de Palm Harbor. Et preuve que le Hillsborough Chapter ne serait pas manqué de respect. Même le shérif l'a qualifié de mauvaise chose arrivée à de mauvaises personnes. Mais le meurtre n'a pas renforcé leur position. Il a tout fait s'effondrer. Dans les 12 heures, le shérif du Pasco County, Chris Nocco, a annoncé 3 arrestations. Cosimano, Mencher et Guinto ont tous été mis en garde à vue et accusés de meurtre au premier degré. In less than 24 hours, the Pasco Sheriff's Office, along with ATF and numerous law enforcement partners, including the Department of Transportation, will be able to apprehend these 3 suspects in this crime. Les enquêteurs ont déclaré que Mencher avait été positionné comme le finisseur, prêt à tirer si Cosimano échouait, tandis que Guinto agissait comme guetteur depuis un véhicule voisin. The other suspect did not fire any shots. His job was to finish the victim had the first shooter not killed him. Le shérif Nocco a attribué le travail d'équipe rapide entre son bureau, l'ATF et les forces de l'ordre local pour avoir appréhendé les suspects si rapidement.
Il a également averti que plus de violence pourrait suivre, disant « J'espère, et je prie pour que ce ne soit pas le cas, mais je crois qu'il y en aura ». Le meurtre de Paul Anderson n'a pas mis fin à la querelle. Il a marqué son apogée, le moment où la guerre des 69ers contre les Outlaws a échappé à leur contrôle et a conduit à leur effondrement en Floride. Les funérailles de Paul Anderson. Quelques jours après le meurtre de Paul Anderson, des centaines de motards de toute la Floride et des États voisins ont roulé en formation pour lui rendre hommage. Plus d'1 millier de motos bordaient les rues, à l'extérieur de l'église, leurs moteurs grondant à l'unisson en hommage final au président assassiné du Cross Bayou Chapter des Outlaws. Les forces de l'ordre étaient partout. Des adjoints, des policiers d'État et des agents fédéraux surveillaient l'événement de près, conscients que des membres de clubs rivaux pourraient apparaître ou que les tensions pourraient s'enflammer. Des voitures de patrouille bordaient les routes voisines et un hélicoptère de police tournait au-dessus pendant tout le service. Malgré la sécurité importante, les funérailles sont restées solennelles. Les membres des Outlaws, vêtus de gilets de cuir noir portant l'écusson d'Anderson, se tenaient en silence alors que son cercueil était transporté. Pour eux, Anderson n'était pas seulement un leader, il était un symbole de loyauté et de fierté. La participation a envoyé son propre message. Les Outlaws avaient perdu un président, mais leur unité était plus forte que jamais. Et alors que les moteurs rugissaient en adieu, il était clair que la guerre entre les Outlaws et les 69ers était loin d'être terminée. L'enquête qui a suivi le meurtre de Paul Anderson est rapidement devenue l'une des plus grandes affaires liées aux motards que la Floride ait connues depuis des années. En quelques heures, des adjoints locaux, des enquêteurs d'État et des agents fédéraux de l'ATF et du FBI ont uni leurs forces pour identifier et capturer les responsables. Les détectives ont rassemblé des images de surveillance des entreprises et des caméras de circulation près de la scène. Les vidéos montraient les 2 motos impliquées, donnant aux enquêteurs leurs premières pistes claires. En utilisant ces images, ainsi que les descriptions des véhicules et les données de timing, ils ont commencé à retracer les suspects jusqu'au Killsborough Chapter du 69ers Motorcycle Club. L'analyse des téléphones portables a confirmé plus tard que Christopher Dirty Cosimano et Michael Pumpkin Mencher se trouvaient dans la zone du meurtre au moment exact où il s'est produit. Leurs mouvements correspondaient au chemin qu'Anderson avait emprunté, renforçant le dossier contre eux. Ce qui a commencé comme une enquête locale sur un homicide s'est rapidement transformé en une enquête multi-agence sur le monde des motards hors la loi de Floride. Une rivalité violente qui avait finalement éclaté en meurtre. L'informateur de l'intérieur. Alors que les enquêteurs se rapprochaient du Killsborough Chapter, un rebondissement inattendu a changé toute l'affaire. Un membre des 69ers est devenu informateur. Sous une pression croissante, Sean Phelps Leonard a discrètement accepté de coopérer avec les agents fédéraux. Sa décision a donné aux enquêteurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, une vue intérieure du fonctionnement interne du club. De la façon dont les ordres étaient donnés à la façon dont la frappe contre Paul Anderson a été planifiée. Le lendemain du meurtre, Christopher Dirty Cosimano et Michael Pumpkin Mencher ont appelé Leonard, cherchant de l'aide et des assurances. « Ce n'est pas une bonne situation, frère », lui a dit Mencher au téléphone. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Leonard travaillait déjà avec des agents fédéraux et enregistrait secrètement chaque mot. Grâce à ces enregistrements et à son témoignage ultérieur, Leonard a exposé la structure de direction du club, leurs réunions secrètes et leurs messages codés. Il a confirmé que Cosimano avait personnellement juré vengeance après le passage à tabac de Palm Harbor et avait pris en charge la planification du meurtre d'Anderson. Il a également décrit comment Mencher et d'autres ont aidé à suivre Anderson dans les jours précédant l'embuscade. Quand l'affaire est passée au procès, les procureurs ont diffusé ces enregistrements au jury. Leonard a pris la barre, assis à quelques pieds seulement de ses anciens frères, et a décrit comment l'assassinat a été planifié et exécuté étape par étape. Son témoignage,
combiné aux images de surveillance, aux données téléphoniques et à la balistique, a donné aux procureurs les preuves finales dont ils avaient besoin. Cet acte unique de trahison a scellé le sort de la direction des 69R en Floride. Les mots de leurs propres membres sont devenus le coup final, garantissant que les hommes les plus puissants du chapitre passeraient le reste de leur vie derrière les barreaux. Condamnation et conséquences. En 2019, après un long procès fédéral à Tampa, Christopher Dirty Cosimano, 31 ans, et Michael Pumpkin Mencher, 52 ans, ont été reconnus coupables de meurtre dans le cadre d'un racket, ainsi que de plusieurs accusations liées aux armes à feu et à la conspiration. Les deux hommes ont été condamnés à la prison à vie fédérale. Selon les dossiers du tribunal, les procureurs ont prouvé que Cosimano et Mencher, membres du 69ers Motorcycle Club, ont traqué et tué par balle Paul Anderson, président du Cross Bayou Chapter des Outlaws Motorcycle Club, alors qu'il était assis dans son camion à la sortie de State Road 54 du Suncoast Parkway. Le meurtre était l'apogée d'une querelle violente entre les deux gangs de motards rivaux qui s'étaient propagés à travers la Floride. 3 membres supplémentaires des 69ers ont plaidé coupables plus tard pour leur rôle dans l'attaque, admettant avoir aidé à la planification et à l'exécution de la frappe. Leur coopération a aidé à confirmer les détails de l'embuscade et le plan de représailles plus large qui a conduit à la mort d'Anderson. Les verdicts ont marqué la fin de l'une des guerres de motards hors la loi les plus violentes de Floride. Le Hillsborough Chapter, autrefois la faction la plus redoutée et agressive des 69 heures, a été démantelé. Beaucoup de ses membres ont été emprisonnés ou ont complètement disparu de la scène motarde. Ce qui a commencé comme une quête de vengeance après un passage à tabac public s'est terminé dans une salle d'audience fédérale, avec les dirigeants du club condamnés à passer le reste de leur vie derrière les barreaux. Pour les Outlaws, la mort de Paul Anderson est devenue à la fois une tragédie et un point de ralliement. Le club a repris sa domination à travers la Floride, rétablissant le contrôle sur les territoires autrefois contestés par les 69ers. Pour les forces de l'ordre, l'affaire représentait une victoire rare dans la longue histoire de la violence des gangs de motards. Des années de surveillance, de coopération d'informateurs et de travail interagences avaient exposé un monde conduit par la loyauté, la vengeance et le pouvoir, et ont montré jusqu'où les deux camps étaient prêts à aller pour protéger leur nom. La chute en Floride. Le meurtre de Paul Anderson était censé prouver que les 69ers pouvaient rivaliser avec les Outlaws. Au lieu de cela, il les a détruits. Dans les mois qui ont suivi les arrestations, le Hillsborough Chapter, la faction la plus agressive et influente du club, s'est effondrée. Sa direction était derrière les barreaux, ses membres ont soit fui l'État, soit quitté discrètement la scène motarde. En 2020, la présence des 69ers en Floride avait disparu. Leurs clubhouses ont été abandonnés, leurs couleurs ont disparu des autoroutes et leur influence s'est estompée du jour au lendemain. Ce qui avait été autrefois une force montante dans le monde criminel des motards de l'État a été réduit à des vestiges éparpillés sans pouvoir, sans structure et sans voix. Les Outlaws ont repris leur domination sans tirer un autre coup de feu. Les 69ers, autrefois craints pour leur ambition et leur violence, sont devenus un conte d'avertissement dans le monde des clubs de motards hors la loi. Un rappel de ce qui se passe quand un petit club s'attaque à un empire. La guerre qui a commencé avec la fierté s'est terminée en silence. Les 69ers avaient tué un patron des Outlaws, mais ce faisant, ils avaient tout perdu. Les 69ers ont prouvé qu'ils pouvaient éliminer un patron des Outlaws. Mais ce faisant, ils se sont détruits eux-mêmes. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir comment tout s'est effondré.